François Bayrou nommé Premier ministre. François Bayrou nommé Premier ministre. L'accouchement n'a pas été simple, il s'est présenté en siège manifestement. Une nomination qui s'est manifestement faite dans la douleur. Nous sommes là face à une nomination dans la douleur, on est d'accord. Et la première image de François Bayrou, Premier ministre, on l'a eu en direct sur les chaînes d'infos. Il sort de son bureau des Invalides et tout de suite le côté adorable qui arrive. Dans quel état d'esprit vous êtes, monsieur Bayrou? Premier autre ministre. Non, mais j'ai compris vos questions, à peu près. C'est longtemps que vous attendiez ça, monsieur Bayrou? Oh, longtemps, bon. Comment il y va? Tout dépend de ce qu'on entend par longtemps, hein. Alors, la cour de Matignon s'est remplie vers 17h vendredi. On a vu arriver les membres du gouvernement, comme ici Bruno Retailleau, qu'on connaît, mais aussi lui, le ministre qu'on ne s'est pas attaché car on savait qu'il n'allait pas durer longtemps. Et puis aussi, elle aussi, la ministre qu'on ne s'est pas attachée non plus car on savait qu'elle n'allait pas durer longtemps non plus. On a eu ces plans des salariés de Matignon qui se demandent à quelle sauce ils vont être encore une fois mangés, sachant que c'est le 4e Premier ministre en moins d'1 an. Et tout d'un coup, François Bayrou est arrivé, il a traversé la cour et réflexe, hein, comme d'hab, François Bayrou, quand il arrive quelque part, hop, il enlève ça, hop là, voilà. Michel Barnier a pris la parole en premier. En tout cas, monsieur le Premier ministre, cher François, je sais depuis longtemps, en effet, votre ténacité. Oh, ténacité, bon, comment il y va? Tout dépend de ce qu'on entend par ténacité, hein. Michel Barnier a parlé 6 minutes, puis c'était au tour de Bayrou. Enfin, un mot plus personnel. Monsieur le Premier ministre, cher Michel. Alors, on a vu sa fiche. Une fiche toute petite, un A5 plié en 2, 4 lignes. Alors, je ne serai pas très long. Faux. Un quart d'heure. On le saura. Un A5 plié en 2 avec une dizaine de mots, c'est un quart d'heure. Il a fait du Bayrou. On a retenu cette phrase. La première de ces choses, c'est que nul plus que moi ne connaît la difficulté de la situation. Nul plus que lui ne connaît la difficulté. C'est-à-dire que personne ne connaît plus les difficultés que lui. Personne. Et ensuite, il a parlé de la France. Pour moi, dans ma vie politique, pour moi, dans ma vie, pour moi. Et pour moi, plus que moi. Puis le Premier ministre a évacué Michel Barnier avec 2 mots incroyables. C'est lui qui arrive chez Barnier et il dit ça en partant. Merci de votre présence et de votre amitié. Merci de votre présence, merci d'être là, merci d'être chez vous. François Bayrou, à quoi servez-vous? On ne dit pas Bayrou, mais Bayrou. Il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. J'ai vu juste plutôt que bien d'autres. Je mettrai fin au cumul des mandats. Je suis Gémeaux ascendant Balance. Je n'accepte pas que vous riez. Enfin, les ennuis commencent. C'est l'image politique de la journée, une grande table avec autour plein de gens qui ne s'entendent absolument pas. Ça ne vous rappelle rien? Une grande table avec autour plein de gens qui font semblant de bien s'entendre. Bah, c'est vous. C'est vous la semaine prochaine, c'est le repas de Noël. Plein de gens qui font semblant de bien s'entendre pendant 2 heures. C'est Noël. Et décidément, ce Premier ministre, François Bayrou, nous régale dès qu'il fait un geste. On a une image de la réunion. Elle dure moins de 30 secondes. Et dans ces 30 secondes, il n'aurait pu rien dire. Eh ben non, il dit une chose, une maladresse. Vous pouvez faire semblant de parler. Alors ça va. Mais il rajoute la connerie. Vous pouvez faire semblant de parler. Vous pouvez faire semblant d'exister. Non, mais non. Non, on ne dit pas faire semblant, faites semblant d'exister quand tu veux rassembler des gens. Exemple, si la mère, justement, du repas de famille disait ça à sa belle-fille qui est déjà très mal à l'aise. Vous pouvez faire semblant d'exister. Non. Ça va donner des... Mauvaise ambiance. J'ai un problème, Gilles. Je pense que tu peux m'aider à le résoudre. Je suis maire d'une ville moyenne et je suis aussi Premier ministre d'un pays en crise. Est-ce que je peux faire correctement mes 2 jobs? Alors, un conseil d'amis, oublie. Voilà. Est-ce que... on a beaucoup parlé d'erreurs de communication
En fait, je ne sais pas si c'est une erreur de fond, je ne peux pas juger, en tout cas c'est un désaccord de fond sur la possibilité d'être à la fois maire d'une grande ville et Premier ministre. Et en fait, tu as deux questions. La première, c'est est-ce que c'est possible ? Être Premier ministre, c'était déjà le cas hier, c'est encore plus le cas aujourd'hui avec la succession des crises, avec l'irruption des réseaux sociaux, avec les difficultés politiques, c'est du 24 heures sur 24, 365 jours par an. Être maire d'une grande ville, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, avec les compétences, la décentralisation, des sujets qui sont de plus en plus techniques, des citoyens qui sont de plus en plus exigeants, c'est aussi un boulot à plein temps. Et donc, un plein temps plus un plein temps, ça fait un emploi fictif. Donc, oublie. Approchez. Ça vous dit, on se le remet entre nous. Je pense qu'il y a... Allez, approche. Ça vous dit pas, on se le remet. C'est l'occasion, non ? Je pense qu'il y a... On se remet cette archive d'un colloque à Sciences Po qu'avait donné Bayrou, candidat à la présidentielle. Je pense qu'il y a des femmes qui, simplement parce que l'âge les a fait ce qu'elles sont... Non, ne le prends pas pour excusez-moi. Excusez-moi. Allez, on remet sa proposition de campagne qui était d'avoir des créneaux réservés aux femmes, notamment dans les piscines. Excusez-moi. Je connais des femmes qui ont un physique... Je connais des femmes... Non, je n'accepte pas, si vous voulez bien, je n'accepte pas que vous riez. Parce que peut-être certains... Enfin, vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté. Et puis, il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. Moi, j'ai connu dans ma vie de très proches dans ma famille des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. C'est notre Premier ministre, messieurs, dames. Si quelqu'un est plus à l'aise dans la mer, c'est bien, et la piscine, c'est bien aussi. Voilà. Bon, on va passer. Voilà. Et bon courage à la France. Allez. Qui gouverne ? Marie-Lou. Aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, qui gouverne ? Constitutionnellement ou pratiquement ? Pratiquement. Aujourd'hui, c'est normalement le Premier ministre. Oui. Mais il n'y a pas de gouvernement. Non, on l'a vu à l'Assemblée, il n'y a personne sur les bancs des ministres. Donc qui gouverne aujourd'hui ? En fait, c'est un peu l'administration. L'administration et les ministres démissionnaires. Ce sont les hauts fonctionnaires, c'est ça ? Oui. C'est beaucoup la haute fonction publique qui souvent se glisse dans les interstices des vides laissés par le politique. Et là, avec la répétition de chutes de gouvernement, si cette situation venait à perdurer, je crains, parce que c'est pas très démocratique du coup, je crains que ce soit les hauts fonctionnaires qui se disent, après tout, le ministre change tous les 3 mois, on va faire ce qu'on veut. Voilà. Ouais. J'ai ce pressentiment-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver sans aucun doute, et c'était déjà le cas en fait sous Michel Barnier, ça se voyait peut-être moins, de la tension réelle entre l'Élysée et Matignon, ne serait-ce que parce que les conditions de nomination de François Bayrou ont fondé cette tension. C'est-à-dire qu'elle existe au moment même où Emmanuel Macron le nomme. En fait, quelque part, François Bayrou s'est nommé lui-même, ce qui est très particulier quand même sous la Ve République. Il a tellement fait le forcing, il a tellement mis la pression sur Emmanuel Macron que celui-ci a dû renoncer à son idée initiale et le nommer contre sa volonté, alors même qu'il voulait sans doute retrouver un confort dans l'exercice du pouvoir en nommant quelqu'un qui aurait été plus malléable qu'un Michel Barnier ou qu'un François Bayrou. François Bayrou, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, c'est pas quelqu'un de malléable. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron va se venger ? Pardon, excuse-moi. Emmanuel Macron avait l'intention, en tout cas, ses proches le décrivaient comme très malheureux, très ennuyé par la période Michel Barnier. Parce que l'élément de langage de l'Élysée, c'était le président préside, le gouvernement gouverne, chacun a son domaine. La réalité, c'est que Michel Barnier, il l'a pris complètement au pied de la lettre, le gouvernement gouverne, il a pris toute l'étendue de ses fonctions, et à vrai dire, c'est conforme à la lecture de la Constitution dans son esprit de 1958. Le président est en surplomb, il a un rôle d'arbitre, il représente un petit peu la France sur la scène internationale, mais le gouvernement, c'est Michel Barnier. Et je rappelle que dans la Constitution, nulle part n'est fait mention de fameux domaines réservés. Ça a été théorisé par François Mitterrand en cohabitation, mais les domaines réservés ne sont inscrits nulle part. Michel Barnier le savait très bien et François Bayrou le sait très bien. Et c'est quoi les relations entre Bayrou et Le Pen ? En fait, ils se connaissent depuis très longtemps parce que ça fait 40 ans qu'elle est en politique. Et c'est une histoire un peu faite de tension et d'apaisement depuis... Disons depuis 2018, lorsque Le Pen et Bayrou ont parlé ensemble de la Banque de la démocratie. Ensuite, les relations se sont apaisées et Bayrou a même parrainé Marine Le Pen en 2022 pour la présidentielle. Et après les relations Le Pen-Bayrou, les relations Macron
Bayrou, mais les vrais. Alors les vrais, c'est très compliqué. Alors les fausses d'abord. Mais c'est très compliqué. Bon, les fausses, c'est que tout va bien et qu'ils vont s'entendre. Tout va bien, voilà, donc ça, tout va bien. Maintenant les vrais. Vous allez lire ça dans les éléments de langage, c'est évidemment faux. Les vrais, c'est très compliqué. C'est quand même très paradoxal qu'il y ait eu autant de tensions entre le président de la République et son premier rallié, son premier vrai rallié. Parce que François Bayrou, quand il rallie Emmanuel Macron dans l'hiver 2017, dans la campagne présidentielle, il lui ouvre un boulevard vers l'élection. Il dégage ce créneau centriste sur lequel, s'il s'était présenté, bon, il aurait peut-être fait 10%, une dizaine de points de pourcent, mais n'empêche que ça aurait fait perdre Emmanuel Macron. Donc en se retirant, il lui fait un énorme cadeau. Et il n'a jamais été payé en retour d'un poste de Premier ministre. Non, mais il a été payé d'autres choses. Ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Il est resté 33 jours. Il est resté 33 jours à cause de l'affaire des assistants parlementaires. Au commissariat au plan... L'affaire qui n'est pas finie. Non, qui n'est pas finie, parce que le parquet a fait appel. Au commissariat au plan, bon, on n'a jamais très bien compris exactement quelles étaient les fonctions opérationnelles. J'ai regardé le site cet après-midi, dans l'onglet Actu. Voilà, dans l'onglet Actu, c'est juillet dernier. Je dois bien dire qu'il n'y a pas grand-chose. Donc il y a eu ça, il y a eu évidemment le paiement en investiture pour le MoDem, parce que c'est quand même un parti qui a ressuscité derrière l'élection d'Emmanuel Macron, alors qu'il était complètement moribond. Mais à chaque fois, c'est une relation très bizarre qui est faite de coups de sang réguliers de François Bayrou. Il a eu un coup de sang quand il n'a pas eu assez d'investiture en 2010. Il en a peur du coup, Emmanuel Macron ? Je ne sais pas s'il en a peur. Pour l'instant, en fait, il pensait avoir le mode d'emploi. Le mode d'emploi pour François Bayrou. Le mode d'emploi du Bayrou. Voilà, le mode d'emploi du Bayrou. Il le traite toujours en bilatéral. C'est toujours tous les deux. Il n'y a personne d'autre dans la pièce. Il s'en occupe tout seul. Ce qu'il faisait à chaque fois, c'est qu'il le laissait un petit peu s'énerver. À un moment, il le traite, comme on dit en politique. Et puis, il lui finissait toujours par lui donner quelque chose. Donc, c'était le commissariat au plan. C'était une concession sur un ministère. C'était une concession sur le fond. Parce que François Bayrou, par exemple, il s'était opposé à la réforme de l'ISF dès 2017, donc il n'a pas que des désaccords, il a des désaccords de fond avec Emmanuel Macron, mais en réalité, les deux choses, il y a une chose dont il rêvait, c'était Matignon, maintenant il l'a, mais il a dû faire le forcing, et puis l'autre promesse qui est à la racine de son ralliement de 2017, c'est la proportionnelle, c'est le scrutin proportionnel. Ça, c'est une promesse de fond, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron et de François Bayrou en 2017, ça n'a jamais été fait jusqu'ici. Demain, c'est le grand jour, c'est jour de discours de politique générale. Le Premier ministre François Bayrou va donc s'installer là, sur le perchoir de l'Assemblée, pour dire « Mesdames et messieurs les députés ». Et il va partir. Mesdames et messieurs les députés. 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 Cher Josie, cher Jean-Paul, chère Laurence, chère Denise et Frédéric, je ne sais pas si elle est arrivée. Alors oui, ce week-end, François Bayrou s'est échauffé pendant les vœux à la ville de Pau. Je ne sais pas si Laurent Jubier est là. Il est là-bas, je le vois au 3e rang. Ah, ça, c'est Laurent Jubier, ça. Il a fait court cette année, 50 minutes. Et 50 minutes, c'est court pour Bayrou. Il les avait habitués à du 1h28, voire 1h40 de vœux. Donc 50 minutes, c'est hyper court. La scénographie était assez simple. Il est entre deux plantes vertes qu'on a regardé ce que c'était sur une appli. Alors à gauche, nous avons un Ficus benjamina. Conseil jardinage, arroser avec modération, éviter de mettre derrière une vitre trop longtemps. La plante verte de droite, c'est quoi? Alors c'est un oiseau du paradis. Cette plante a besoin de beaucoup de lumière, à conserver à une température entre 18 et 28. Et enfin, la plante verte du milieu, c'est quoi? Alors, 6e Premier ministre d'Emmanuel Macron, très fragile, le dernier a duré 2 mois, peut ne pas passer l'hiver et a besoin de beaucoup de lumière, beaucoup de lumière. Hein. Interview, caméra, micro, tout ça, beaucoup de lumière. On n'a jamais été aussi au point sur les nouveaux ronds-points et les voies de circulation de bus de la ville de Pau. La politique que nous avons conduite dans cette ville, Pau, dans notre ville, Pau, tous les quartiers de la ville, de Pau, tout habitant, tout palois, la ville, je parle de Pau. Et du coup, voici les nouveautés de Pau pour 2025. Il faut prendre Cette année, on va avoir le verdissement de la place Clémenceau, voilà, les travaux de la place Royale, le réaménagement de la place Kennedy, les travaux de la place de la République et le lancement du nouveau quartier de Rive-du-Gave. On pourrait aussi avoir un budget pour la France aussi, si ça dérange pas les Palois. Alors on a fait 2 colonnes, hein, la colonne des phrases qu'on pourrait entendre demain à l'Assemblée et la colonne des phrases qu'on n'entendra pas demain à l'Assemblée. Alors ça, on pourrait l'entendre demain par exemple. Le beau, c'est bien pour les gens. La beauté est un service public.
Ça, on pourrait l'entendre. Ça, en revanche, il y a assez peu de chances pour qu'on l'entende demain à l'Assemblée. On vient d'obtenir, Monique, la labellisation en économie circulaire. Demain, il y a assez peu de chances pour qu'il parle de Monique. Il a joué sur les deux tableaux, il a fait une métaphore du conseil municipal et de l'Assemblée. Vous savez, au sein du conseil municipal, on accepte tout à fait que les gens aient des idées différentes, pourvu qu'ils travaillent tous à la même œuvre, pourvu qu'ils acceptent cette idée que nous sommes co-responsables de l'avenir, quelles que soient nos idées, quels que soient nos combats passés. Il y en a eu aussi chez nous, mais quels que soient nos combats passés, nous avons à participer à l'œuvre de reconstruction. Et demain, on espère qu'on aura un lapsus. La réhabilitation de la halle Cernam, du grand bâtiment qui est une cathédrale de béton absolument sublime. Et enfin ça, on pense qu'il ne le dira pas à Mathilde Panot ou encore à Sébastien Chenu. Et il paraît que nous avons une petite fête, c'est ça ? Merci à tous et je vous embrasse. Et quand il est parti, les journalistes ne se sont pas jetés sur le maire de Pau, mais sur l'autre. On en est où des négociations? Est-ce que vous avez entendu les propositions, notamment de M. Caner pour les socialistes? Accepter par exemple une suspension de la réforme des retraites pour 6 mois? Est-ce que vous parliez des retraites, monsieur le Premier ministre? Je peux vous poser quelques questions? Non. Même pas. Attention, la plante est fragile, on l'a dit au début. Vous êtes maître de conférences sur l'art oratoire et spécialiste de la com, de la communication. Et vous avez publié récemment donc ce livre, Taisez-vous. On vous écoutera Le pouvoir du silence. C'est aux éditions Plomb. Si seulement les gens pouvaient écouter ou enfin lire ce livre et écouter le titre de votre livre, ça nous ferait du bien. François Bayrou a prononcé cet après-midi le discours le plus important de sa longue vie politique. Rapide tour de table, est-ce qu'il l'a réussi? Gilles? Alors, puisque l'heure est au centrisme, je vais faire une réponse de centriste, oui et non. Oui, si on dit qu'un discours, c'est une espèce de rite initiatique, donc c'était pas éloquent, c'était pas brillant, mais c'était habile. Non, si on attendait un programme gouvernemental et de savoir un peu ce qui allait se passer. D'une certaine manière, c'est comme si l'éternel candidat à l'élection présidentielle, qui est François Bayrou, avait pris le pas sur le Premier ministre qu'il est aujourd'hui. Donc on a eu beaucoup d'intentions et très peu d'actions. Amélie, est-ce qu'il l'a réussi? Je ferai aussi une réponse de Normande. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un discours ni flamboyant ni catastrophique. C'est un discours dont on ne retient pas grand-chose. Il n'y a pas de punchline, il n'y a pas de grands effets de manche, ça lui ressemble. Et c'est vrai que c'est un discours de centriste, c'est-à-dire que c'est un peu comme un aller-retour, un steak aller-retour, c'est tantôt cru, tantôt cuit. C'est un peu tiède, ouais. C'est un peu tiède. Le rouge et le bleu. Et c'est un discours vintage, c'est un peu comme une cabine téléphonique à l'heure de X. Vous voyez, c'est old school à mort. Vous parlez du discours, hein, pas de François Bayrou. Non, je parle du discours. Du discours, très bien. Le moment le plus important à tes yeux, Gilles, tu as choisi ça. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. C'est parce que je suis un néophyte, donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Pourquoi, Gilles? Alors, c'est pas seulement parce que j'ai un mauvais fond et que je guettais le faux pas. Vous savez, j'ai été plume pendant longtemps et donc ce qu'on redoute le plus, c'est que... Plume, ça veut dire que tu as écrit J'ai écrit des discours, j'en ai fait moi-même, et ce qu'on redoute le pire, c'est de perdre une page, donc, et que ça arrive pour la déclaration de politique générale. Bon, c'est vraiment pas de chance. Mais donc, c'est pas seulement pour ça. C'est pour le néophyte? C'est le néophyte, parce que en réalité, ce que François Bayrou a montré, c'est exactement le contraire. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience et il a fait un discours, Jean-Michel l'a dit, qui était habile, qui était équilibré politiquement, un discours qui lui ressemblait. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était ce petit pied de nez qui était intéressant. Amélie, vous avez choisi ça. Je connais bien Jean-Luc Mélenchon depuis longtemps, mais je sais qu'il est un homme cultivé, un esprit stratège. Mais je n'approuve pas la stratégie qu'il a définie très précisément et très explicitement, qui est de tout conflictualiser, entre guillemets, de faire de tout sujet un conflit.
Pourquoi cet extrait ? Parce que c'est très inattendu, cette main tendue à Mélenchon. C'est un peu l'inverse de ce qu'il est lui. Il oppose l'homme du conflit et l'homme de la synthèse qu'il représente. Et on ne s'attendait pas à cette main tendue. Et en même temps, ça dit bien cette habileté dont vous parliez, c'est-à-dire qu'il tend un gage. Mais c'est assez étonnant. C'est qu'il brosse son antithèse et tout le discours est comme ça. Un coup à gauche, un coup à droite, un peu des deux. Et donc, je trouvais que ça symbolisait bien l'esprit. Mais moi, j'ai aussi adoré le moment des pages. Parce que c'est la catastrophe, ça dure 40 secondes, j'ai eu mal pour lui. Et je me suis dit, oulala, pourvu qu'il les retrouve. Après, il a plutôt bien géré. Oui, il a plutôt bien géré. Il a même fait une blague. Oui, parce que pour moi, c'est une blague. Le néophyte de 73 ans, c'est un peu comme le grand oral qu'on passe à 73 ans. Généralement, on en a plutôt 18. Donc, il y a un côté décalé. Amélie, est-ce qu'il a choisi les bons mots ? Il a choisi conclave. Comme oui, conclave. Oui. Ouais. Il y a plusieurs mots comme ça autour de la morale, comme justement la dette est un problème moral, on l'a vu dans l'extrait, conclave. Alors, il l'explique, hein, vous avez vu, il a senti qu'il n'était pas clair. Le mot donc conclave. là, il s'est dit, oh là là, peut-être que les gens ne savent pas que c'est le moment où on se retire dans une enceinte pour décider de l'élection d'un pape. Un mot un peu décalé, mais qui lui ressemble. Et le bon réflexe qu'il a eu, c'était de l'expliquer, je trouve. C'est intéressant de prendre des mots comme ça qu'on n'attend pas du point de vue de l'expert de com que vous êtes. Oui, c'est intéressant parce que ça dit quelque chose de lui. Au moins, on le retient. On le retient, exactement. On le commente parce qu'on se demande bien ce que ça veut dire. Et puis, ça dit quelque chose de lui, de ses racines chrétiennes, dont il ne se cache pas d'ailleurs. Donc, il est fidèle à lui-même par cette sémantique-là, ce champ sémantique. Et puis, il aime beaucoup les images. Donc, il file cette métaphore autour aussi de ces mots, sans pour autant faire des oppositions entre bien et mal en permanence, mais simplement, il est marqué par ça. C'est son histoire. Et il y a aussi cette dimension dans les discours de politique générale. On se livre un peu, soit en demi-teinte, comme il le fait, soit de façon plus affirmée, comme l'avait fait Gabriel Attal, en parlant, par exemple, de son homosexualité, en disant des choses sur lui. Là, il glisse par ses références aussi littéraires. Il y a des références un peu désuètes. Il parle de lui. C'était cette semaine à l'Assemblée et c'était chaud. Il a dégainé le 49.3. Alors ça, c'était la version américaine. Voici maintenant la version française. C'est pourquoi, en vertu de l'article 49, alinéa 3... François Bayrou a donc dégainé ses premiers 49.3 pour faire adopter son budget à l'Assemblée, mais le meilleur moment est arrivé à la fin de son discours. Au remerciement, écoutez. Je veux remercier les ministres qui ont travaillé profondément à ce sujet, à commencer naturellement par Madame Vautrin, par Monsieur Yannick Neuder, par Astrid Panosyan-Bouvet, par Christophe Parmentier-Lecoq et par Amélie de Montchalin. Et à ce moment-là, dès qu'il parle du ministre Christophe Parmentier-Lecoq, on entend comme un brouhaha dans l'hémicycle. Brouhaha, car Bayrou, en fait, se plante de prénom. Par Christophe Parmentier-Lecoq et par Amélie de Montchalin. Charlotte Parmentier-Lecoq. Alors effectivement, c'est pas la même chose, Christophe et Charlotte. Alors oui, ça commence par les mêmes lettres, mais si vous connaissez des Christophe et des Charlotte, que vous les mettez à côté, je pense que vous saurez les différencier. Par Christophe Parmentier-Lecoq et par Amélie de Montchalin. Charlotte Parmentier-Lecoq. Ça m'apprendra à raccourcir l'écriture des prénoms. Donc il ne voit pas que le problème n'est pas tant d'avoir confondu deux prénoms. Le problème, c'est qu'il fait des réunions tous les jours avec des personnes dont il ne sait pas s'ils s'appellent Christophe ou Charlotte. Je veux remercier les ministres Christophe Parmentier-Lecoq. Charlotte Parmentier-Lecoq. Il gère notre pays, Fabienne Bayrou. On va regarder les images d'un homme. Voilà, c'est le nouveau Premier ministre qui fait coucou à la caméra. Il a 73 ans, il s'appelle François Bayrou. Est-ce que les Français attendent encore quelque chose de lui ? Alors, quand vous regardez le baromètre IFOP pour le JDD sur les cotes de popularité de l'exécutif, la première mesure qui a été faite lors de son entrée en fonction montrait qu'il y avait 66% de Français qui c'est ce qu'on voit là. Voilà, qui étaient mécontents. Et donc, quand vous regardez sans remonter très loin, vous prenez janvier 2024, donc le début d'année, le mécontentement, c'était 46 points pour Gabriel Attal. On a pris 10 points
pour Michel Barnier et on a repris 10 points c'est la cata. pour François Bayrou. C'est les pires chiffres pour un Premier ministre. Alors pour François Bayrou, en début de mandat, c'est les chiffres les plus mauvais en termes de niveau de mécontents depuis les débuts de la 5e République. Il y a eu un effet Pau conseil municipal ou pas forcément? Alors peut-être en partie, mais quand vous voyez la gradation qui s'opère, en fait, c'est pas uniquement le Premier ministre qui va être jugé, c'est le climat politique général et c'est l'impasse politique dans laquelle le pays se trouve et la responsabilité qui est pointée sur Emmanuel Macron. On voit qu'en changeant 3 fois de Premier ministre, eh bien, il a fait monter l'impopularité sur ses premiers ministres de près de 20 points en un an, ce qui est considérable. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, les Français sont assez abattus et mécontents par la crise politique qui est en cours. Et la question est de savoir qui, dans les semaines et les mois qui viennent, si cette crise se prolonge, va continuer ou non de porter la responsabilité. Aujourd'hui, quand on interroge les Français, une grande majorité d'entre eux disent le responsable est à l'Élysée, c'est lui qui appuie sur le bouton de la dissolution. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui dans cette crise. Le pari de François Bayrou et d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de prendre l'opinion publique à témoin en disant aujourd'hui, nous, on a fait preuve de bonne volonté, on a fait un pas en avant, et ce ne sont plus nous qui sommes les responsables de la crise et du blocage, mais c'est les oppositions qui pratiquent l'obstruction systématique. Donc ça va être important de voir dans les semaines et les mois qui viennent comment le curseur évolue ou non en termes de responsabilité qui va être engagée ou perçue par l'opinion publique sur les oppositions ou sur le couple exécutif. On termine notre séquence IA avec cette parole qui nous manquait. On a entendu des chercheurs, des chefs d'entreprise, des patrons de la tech, des Américains, des Français, les plus grands spécialistes, mais on n'avait pas encore entendu les propos de... Salut. Ah ben on n'avait pas entendu. Vous êtes bien sérieux? Eh ouais, on n'avait pas entendu le maire de Pau sur l'IA. Il a fait un discours organisé par l'excellente revue Grand Continent hier soir. Bonjour à tous et merci. Alors on vous rassure, il a gardé ce rythme tout le long du discours. Un discours qui a duré près de 30 minutes, ressenti 4 jours. On a souffert toute la journée. Je ne vois pas pourquoi vous n'y passeriez pas non plus. Ce n'était pas un discours, c'était une prise d'otage qui a eu lieu hier en plein Paris, à l'École normale supérieure, l'ENS, devant des chercheurs. Et voici le preneur d'otages. Alors, rassurez-vous, j'ai un discours écrit, mais rassurez-vous, je ne vais pas lire. Alors, est-ce rassurant qu'il ne lise pas ses notes? Spoiler alerte, non. Or, le surgissement occidentaux à la fin de ce premier quart du XXIe siècle, il y a très peu de mois, 30 minutes. La définition de l'enfer. Sur le canal de Panama, sur la bande de Gaza, créer un espace pour les activités plus ou moins reliées à l'humanité. Plus ou moins, hein? Alors pourtant, il a fait des gestes pour être un peu dynamique. Susciter. Ah, un geste. Commutationnel, c'est-à-dire commercial et industriel. Ouais. De capter consommation de matières rares. Alors du coup, on s'amuse comme on peut hein, au bureau. Que, au fond, le cadre dans l'après-guerre avait été posé. En raison de l'horreur. Ça ne dynamise rien. Alors on a été 3 à écouter le discours. À l'heure qu'il est, il y en a un des 3 qui est toujours en train de chercher le début de la phrase de François Bayrou, car en fait, il n'y a qu'une phrase. Le discours de Bayrou n'est qu'une phrase de 40 minutes, avec des parenthèses, dans des parenthèses, dans des parenthèses, dans des parenthèses. Exemple. Et dans le même temps, les élections américaines
Et j'ai du mal à croire que tout ça soit étrange. Je pense qu'il y a des... Peggy, je dis ça dans sa maison, Peggy disait qu'il y avait des périodes et des époques. Les périodes, c'est le temps ordinaire qui passe. Les époques, c'est pas très éloigné de l'adjectif épique. Quelque chose qui se produit et qui entraîne à sortir du cadre de l'ordinaire pour entrer dans le cadre du jamais vu et jamais envisagé. Dans le même temps, voilà, on retombe sur nos pattes. 47e président des États-Unis. Des parenthèses, dans des parenthèses, dans des parenthèses. Car il l'a dit, il ne lit pas son discours, il se fait confiance. Mais on pense qu'il a oublié à un moment donné qu'il était à l'ENS, devant des chercheurs en physique. Moi, j'ai un faible pour l'astrophysique. Et on va découvrir des choses je dis, est-ce que vous savez combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans notre galaxie? Et ces temps-ci, on dit 400 milliards. Alors imaginez les meilleurs chercheurs du pays en physique et astrophysique en train d'écouter ça. Et pour avoir une échelle de ce que représentent 400 milliards, je rappelle 400 000 millions de soleils. C'est assez facile, on prend un cube de 1 mètre sur 1 mètre et on le remplit des grains du sable le plus fin de la mer et on a 400 milliards. Chaque grain de sable est ça. Donc là, il y a les meilleurs chercheurs de l'ENS qui ont dû noter remplir 1 mètre cube de grains de sable et ça fait 400 milliards. Et savez-vous combien il y a de galaxies dans l'univers? Oui, ils savent. Ensuite, il a encore mis des parenthèses dans des parenthèses dans des parenthèses. L'intelligence artificielle, dont j'ai jamais su si elle était intelligence... Ou artificielle. Artificielle, je pense qu'on peut le soutenir, et encore, je ne sais pas sûr. Mais en tout cas, que l'IA, comme vous dites, apporte à l'esprit humain. On a souffert en écoutant le discours du Premier ministre cet après-midi. On espère vivement que vous avez souffert aussi. Merci beaucoup. Ah, on me dit qu'on a trouvé le début de la phrase. GPT. Ah, on n'a pas fait l'ENS, nous. Tiens, François Bayrou, Premier ministre, nous allons parler du budget. Hier après-midi, à l'Assemblée nationale, le budget, quel bazar le budget, pour le faire adopter. Et il a fait un aveu curieux, François Bayrou. En effet, les conditions d'adoption de ces budgets sont complètement archaïques. J'avoue humblement avoir découvert des choses après adoption. Alors, soit on le félicite pour sa franchise, soit on se désole pour son amateurisme. C'est au choix. Voici les titres qui ont été utilisés pour qualifier Bayrou ce week-end. Devinez de quoi on parle. Il se battait depuis des mois. Il avait mené une campagne vent debout pour trouver une solution. Le Premier ministre s'est impliqué intensément. Ou encore, François Bayrou a pesé de tout son poids. Et là, vous vous dites, nous parlons bien évidemment des enfants de Bétarame. Pas du tout. Ce retour de cette ligne Pau-Orly. La liaison aérienne Paris-Pau va faire son retour entre l'aéroport d'Orly et le fief de François Bayrou. Nous nous intéressons donc à l'aéroport de Pau-Pyrénées et à cette ligne Pau-Orly qui a été relancée sous l'insistance de ce voyageur Flying Blue que l'on voit s'asseoir sur le siège 1C samedi de Paris à Pau. Alors pourquoi on parle un peu trop de cette ligne intérieure? Pour le savoir, regardons le tableau des départs. Nous avons comparé 4 villes de métropole. Nous avons comparé Toulon, 185 000 habitants. Paris-Toulon, 4 heures en TGV. Brest, 212 000 habitants, 4h12 en TGV. Perpignan, 120 000 habitants, 5 heures en TGV. Et Pau, 77 000 habitants, 4h15 en TGV. Et dont le maire est Premier ministre. Voici maintenant les horaires d'avion pour Paris depuis les aéroports de ces villes. Horaires de demain. Alors on voit clairement que le Premier ministre n'est ni maire de Toulon ni maire de Brest.
C'est-à-dire qu'à Pau, on est presque sur un vol par habitant. Il se déplace en jet à Pau. Voici notre top 5 des bonnes raisons d'avoir un vol toutes les 2 heures pour Paris pour 77 000 habitants. Raison numéro 5 d'avoir plein de vols Orly-Pau, parce que les avions sont spacieux. La perte régulière de passagers sur la ligne. Cette ligne qui faisait 300 000 passagers en 2019 va finir l'année à moins de 90 000. Donc c'est une réalité aussi. Donc du coup, il y a de la place pour les jambes. On peut s'étaler. Raison numéro 4 d'avoir plein d'avions à Pau, c'est-à-dire que l'aéroport est quand même très bien placé. Il est par exemple à 30 minutes en voiture de l'aéroport de Lourdes-Tarbes qui est juste à côté. Donc si tu rates ton vol à Pau, tu peux en choper un autre à l'aéroport d'à côté. La troisième bonne raison pour rouvrir la ligne Pau-Orly. Et c'est Le Monde qui sort l'indiscrétion. Le Premier ministre a une préférence marquée pour Orly, plus proche du 7e arrondissement où sont situés le siège du Modem et son pied-à-terre. Et c'est vrai, on a vérifié, pour aller du Modem à Orly, c'est 30 minutes, et pour aller du Modem à Charles de Gaulle, c'est 40. L'écologie avant tout. La raison numéro 2 pour ouvrir la ligne Pau-Orly. La grande question, elle est là aussi. Qui va payer tout cela? N'en dites pas plus, devinez qui paye, je vous le donne en 1000. Ce sont les collectivités, principalement. Alors si c'est toi qui payes, si c'est toi qui payes, pourquoi s'en priver? Et enfin, la meilleure raison pour ajouter des vols Pau-Orly, car sans cette ligne, on n'aurait jamais eu cette photo tellement magique. Elle avait été prise en plein Covid à l'aéroport d'Orly. Cette photo, c'est presque de l'art moderne, c'est du Martin Parr. Elle nous fait encore marrer 5 ans après, donc vous savez quoi? Rajoutez des vols Pau-Orly. Encore. Alors autant vous dire qu'on va profiter de chaque créneau de légèreté que nous offre l'actualité pour nous engouffrer et plonger dedans comme si c'était une piscine à boules. On va plonger dans la légèreté sans aucun recul, hein, à l'image de ces huîtres dégustées par François Hollande au Salon de l'Agriculture. Allez hop là, allez hop on rentre, allez hop, allez, et vas-y bon. Par ici la sortie, hop là. Légèreté. Avouez que ça fait du bien. Le 61e Salon de l'Agriculture s'est terminé ce week-end. Il a été inauguré par le président en début de semaine dernière, juste avant la Troisième Guerre mondiale. Donc. Alors, comment on fait? Et voilà, hop. Merci beaucoup, le salon est ouvert. Toute la semaine, nous avons vu des images de moutons qui font bah, des biquettes qui font bah, des vaches qui font meuh, des cochons qui font gruic-gruic et des lapins qui chient des petites billes. Mais c'était le baptême du feu pour... Le Premier ministre Bayrou, même ligne éditoriale que nous, la légèreté. Si tu lui poses une question sur Betaram... Ah oui, non, je me barre. Légèreté, on a dit. Vous vous rendez compte de ce que vous essayez de faire? Je ne participe pas au scandale. Non, légèreté, je me barre. Une question sur une autre affaire de viol dans l'éducation nationale quand il était ministre à Bergerac. Monsieur Bayrou, sur le cas de Bergerac, il était pédophile, qui est en déroulé au début des années 90. Il se barre aussi. Légèreté. Et c'est parti. Allez, on compte. Saucisson. Emmental. Crêpe. Bleu. Beaufort. Ouais, il adore le Beaufort. Fromage. Galette. Bière. Excellent. Brebis. Attendez, stop. On a du gras de porc coincé dans la dent. Astuce tuto. Si tu as du gras de porc coincé entre les dents, tu prends ton badge d'accréditation et tu l'intercales entre les deux dents afin d'y déloger le bout de charcuterie / cacahuète / Beaufort / crêpe / fromage bleu / saucisson. Et tu repars. Des galettes, des framboises, des dattes, encore des galettes. Allez, vas-y, enfonce. Des cacahuètes. Des cacahuètes, on a dit. Des cacahuètes, on a dit. Vas-y, cacahuètes. Encore un cacahuète là. Et on termine en nettoyant sa veste évidemment. Ah parce qu'elle a pris évidemment la veste, évidemment. Ah.
franchement, si j'étais pas un mec avec un estomac Mais François Bayrou a une particularité, son organisme est fait de telle sorte que quand il mange plein de trucs gras, son système digestif les transforme en fruits. Donc au salon de l'agriculture, il a ouvert un stand de distribution de fruits et hop, qui veut du kiwi? Hop là. Qui veut de la mangue? Hop. Qui veut une fraise? Kiwi? Hop. À chaque fois, c'est une surprise. Ah, il y a quoi? Ah, ben une mangue. Ah, ben là, il y a quoi? Ah, ben c'est du kiwi. Et mon image du jour, c'est une belle histoire. Peut-être que vous la connaissez déjà. L'histoire d'une salade. Non, vous ne connaissez pas. Voici l'histoire. Il était une fois une petite graine qui s'appelait, je sais pas, Hélène. Hélène la graine. Hélène était plantée dans un joli champ. Quelques jours plus tard, la graine a donné une jolie salade toute verte et croquante. L'agriculteur a alors coupé la salade, puis allé la vendre sur un marché ici à Paris. Et c'est pile cette salade de Hélène Lagraine qui a été choisie par un cuisinier qui devait organiser un buffet au Sénat. Donc il a ramené Hélène au Sénat, la salade, il a nettoyé la salade, il l'a coupée la salade, il a fait une belle vinaigrette avec de l'huile d'olive car c'est meilleur pour la santé et la salade a été servie au buffet pour les vœux de Gérard Larcher et donc la salade a été mangée. Mais un tout petit bout de salade qui avait été acheté au marché, là, qui avait été coupé et planté par l'agriculteur, un tout petit bout de salade s'est retrouvé coincé entre deux dents de François Bayrou. Donc du coup, on le voit ici en train de désincarcérer notre petite salade. Et comme rien ne se perd, le petit bout de salade a été remis dans le droit chemin, hop, et a été réingurgité par le Premier ministre. La salade finit dans le ventre du Premier ministre à l'heure qu'il est, on ne sait pas où elle est. Voilà, c'était l'histoire du bout de salade. Ouais. Incroyable. Il y avait beaucoup d'émotions ce matin dans les locaux du Haut Commissariat au Plan. Vous savez, le Haut Commissariat au Plan, c'est l'ancien poste de François Bayrou qui avait été créé sur mesure par Macron pour Bayrou. C'était il y a 5 ans, en 2020. Ah, une belle idée. Le plan, c'est un bureau, une équipe qui étudie, qui voit l'avenir et fait remonter les infos pour prévoir, pour anticiper, afin que le pays soit prêt pour affronter le futur, prêt pour 2030. Et ce matin, émotion, regardez, 2 micros attendent la passation de pouvoir, 2 micros posés, comme un karaoké en fait. Puis arrive le sortant et le nouveau patron du plan, Clément Beaune. Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Nous avons passé la journée à analyser tous les rapports, tout le travail effectué par François Bayrou pendant 5 ans au Haut Commissariat au Plan. Allez voir sur le site, tout y est si vous avez 10 minutes, enfin 5 minutes, deux petites minutes. J'ai occupé cette fonction pendant 4 années avec une idée précise, exigeante. Les missions, si importantes, gouverner, c'est prévoir. L'immense travail, préparation de l'avenir. Voilà, on a imprimé tous les rapports de l'équipe Bayrou pendant 5 ans. Ah non, ça c'est pas ça, ça c'est pour notre imprimante. Ça, c'est le travail de l'équipe Bayrou pendant 5 ans, 570 pages, recto verso. Voici la totalité des rapports du Haut Commissariat au Plan de Bayrou. Avec ça, la France est prête pour 2030. Le dernier rapport, c'est celui-ci, date de juin 2024. Et c'est le seul de 2024, celui-ci. Bayrou et son équipe n'ont fait qu'un seul rapport en 2024. Une vision stratégique. Stratégique, ça signifie expliciter les chemins, dissiper le brouillard. En 2023, il y en a eu 5 rapports. En 2022, 3. Très grosse année en 2022. 3 rapports, 50 pages en tout. Vérifiez, tout est sur le site du plan. Mission précise, importante, exigeante, expérience, immense travail, l'avenir, stratégique. Expliciter, dissiper le brouillard. Dissiper le brouillard. Un seul rapport en 2024, mais beaucoup de colloques et de petits-déj. Là encore, tout est sur le site. On y voit Bayrou qui prend des petits-déj, plein de petits-déj. Ils appellent ça les matinales du plan. Ils discutent, ils invitent, ils mangent, ils discutent. Le travail de Bayrou a tellement été utile pendant 5 ans que le Sénat avait préconisé de supprimer le Haut Commissariat au Plan de Bayrou. Le rapport du Sénat s'appelait « Le Haut Commissariat, une navigation sans boussole ». La mission du successeur Clément Beaune, il l'a dit.
Je devrais conduire la fusion entre les équipes du Haut Commissariat au Plan et les équipes de France Stratégie, que je salue. Je vous proposerai dans les prochaines semaines un plan de fusion, car la période impose aussi plus d'efficacité, oui, de faire des économies. Bah oui, ça a coûté cher tout ça. Il ferme donc ce café Bayrou et le fusionne avec France Stratégie, un plan donc pour le plan. Donc on n'était pas si loin avec le karaoké de tout à l'heure. Ce matin, on n'a pas assisté à un discours, mais à du pipeau. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne. Samedi, c'était la journée internationale des droits des femmes. Un chiffre, seulement un scientifique sur 3 est une scientifique. 2 tiers des scientifiques sont des hommes. Et colloque débat à Paris vendredi au Muséum d'Histoire Naturelle qui s'appelait « Femmes en sciences ». Et qui de mieux pour parler des femmes en sciences que... Eh bien, merci à tous d'accueillir Monsieur François Bayrou, Premier ministre, Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Donc les intervenants ont parlé des femmes et de la science. La première femme modèle pour moi, c'était ma professeure de mathématiques, Madame Chassin, une femme très engagée. Des rapports des femmes aux sciences ou des rapports de la société avec des femmes qui veulent faire des sciences. Casser ses préjugés. C'était une femme extraordinaire. Garantir à toutes les petites filles des modèles inspirants. Et c'est ce que vous avez dit, mesdames, dans tous les parcours. Claudie Aigneret, c'était la Thomas Pesquet de ma génération. Une femme absolument fabuleuse. Il y a encore beaucoup de stéréotypes de genre. Suivre la voie qui est la leur. Merci beaucoup, mesdames, pour vos interventions. Donc ils ont parlé des femmes et tout d'un coup, François Bayrou ou le génie d'être hors sujet dès la première seconde. Quel message vous voudriez passer aujourd'hui aux élèves qui sont avec nous? Je ne suis pas une femme et je ne suis pas scientifique. On est d'accord que dans l'intitulé « Femmes en sciences », il y a les mots « femmes » et « sciences ». Je suis le mien et ma formation et par mon métier. Moi, en seconde, ceux qui me connaissent le savent, moi j'étais mon lycée. Moi, ça me fascine. Je ne savais pas une chose dont je suis certain et dont je parle très souvent. Le Premier ministre a encore cru que le colloque débat tournait autour de son nombril. Je ne savais pas à mes yeux, mon idée est à ma place. Je ne suis pas une femme. Merci beaucoup. Donc dans le colloque Femmes et Sciences, il a parlé de lui, car François Bayrou parle de lui, mais il a aussi vu le mot science, et quand il voit le mot science, hop, il sort l'anecdote. Je suis comme ça, ceux qui me connaissent le savent, dans une obsession de ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire. Et il y a un mois, il avait parlé devant des scientifiques à l'école normale et anecdote science. Moi, j'ai un faible pour l'astrophysique. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans notre galaxie? Il y en a, si je ne me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Et ces temps-ci, on dit 400 milliards. Pour se représenter ce que ça veut dire, une échelle de ce que représente 400 milliards. Et alors après, si vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire... Oui, ils et elles savent. Comme à l'ENS, il y a un mois, il y a des scientifiques en face de lui. 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Je rappelle 400 000 millions de soleils. Ça veut dire, vous prenez un cube d'1 mètre sur 1 mètre. On prend un cube de 1 mètre sur 1 mètre... et on le remplit... Vous le remplissez du sable le plus fin de la mer. Du sable le plus fin de la mer. Et chaque grain de sable est l'équivalent d'un soleil dans le système solaire. Chaque grain de sable est... Ouais, de toute façon, Bayrou n'ira avoir parlé d'étoiles dans 2 semaines et n'ira avoir été à ce colloque Femmes et Sciences.
François Bayrou, à quoi servez-vous? On ne dit pas Bayrou mais Bayrou. Il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. J'ai vu juste plutôt que bien d'autres. Je mettrai fin au cumul des mandats. Je suis Gémeaux ascendant Balance. Je n'accepte pas que vous riez. Enfin, les ennuis commencent. C'était au tour du Sénat de recevoir le Premier ministre hier avec un Gérard Larcher en petite forme. La séance est ouverte. Oh là! La parole à Monsieur le Premier ministre. Oh là là, il va pas bien. François Bayrou n'a pas traumatisé que nous avec son discours interminable à l'Assemblée. Il a aussi traumatisé les sénateurs, manifestement. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas l'intention de refaire le discours de politique générale que vous avez entendu hier. Alors, il ne leur a pas fait le discours en entier, mais il leur a refait le coup des fiches. Je reviens, vous avez... J'espère que j'ai les bonnes notes sur votre discours. En principe, je les ai trouvées. J'arrive. Alors, pour résumer la semaine, il y a eu 2 interventions importantes dans la semaine, et les 2 fois, il a chié ses fiches. Voilà, ça c'est à l'Assemblée. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. 5 heures, ça a duré 5 heures, de 18h à 23h. On a regardé le conseil municipal de la ville de Pau, les sujets évoqués hier. Inaugurer le nouveau service des urgences de l'hôpital de Pau, les travaux de la place de la République, on a dû refaire l'étanchéité du parking. Notre idée était de mettre cet écran géant sur la façade du Foirail. Et il nous a fait très peur quand il a dit « Eh oh, eh oh, eh oh !» Je vous respecte, je vous réponds, monsieur Siegi. Je vais vous expliquer. J'ai l'impression que bon, vous avez... eh oh, on va peut-être baisser le ton, d'accord? Eh oh, eh oh. Et on a eu un moment assez embarrassant. Signature d'une convention avec Enedis pour, là, une autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Très bien, merci. Drôle de sensation de le voir refaire une pub Burger King. De Burger King. Burger King. Alors là, il y a tout le service marketing de Burger King qui se dit « Merde, on s'est complètement planté de cible !» Alors, fun fact, à Pau, ils ont ce système de micro où quand le maire coupe la parole, il y a ce son, comme dans l'avion quand on commande un jus de tomate. Bon ben à Pau, ce son, c'est le son de la démocratie à la Bayrou. S'il vous plaît, non, il y a eu l'achat. Vous n'avez voilà, pas jus la de tomate. Ici, c'est moi qui donne la parole. Encore un peu. Qui a un bâtiment de service public. On parle là. Bon, attendez. allez, stop. Jus de tomate. Merci, je vous enlève la parole. Il a commandé des jus de tomate sur le cumul des mandats aussi. Parce qu'en réalité, depuis 3 mois, vous n'êtes pas là. Vous étiez venu 7 fois. 7 fois, dont 2 fois pour aller au match de rugby, mais passe encore. Non, il se trouve que ce n'est pas vrai. Monsieur le maire, on ne peut pas être maire à... S'il vous plaît. Jus de tomate, jus de tomate. Vous n'avez pas la parole, vous l'aurez après. C'est ce que vous dites. Jus de tomate. C'est ce que vous dites. Oui, mais c'est moi qui parle. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Monsieur Marbeau, jus de tomate. Vous n'avez pas la parole. Jus de tomate, jus de tomate. Et nous passons au sujet suivant, le sujet qui nous intéresse, le mot submersion. Je pense que notre responsabilité face à l'extrême droite est de ne pas utiliser déjà son langage. Ce que malheureusement vous avez fait en parlant de subversion migratoire. Je n'ai jamais utilisé ce terme. C'est pas vrai. Donc voilà, on y est. Pinocchio, tout ça. Il le sort comme ça, très sûr de lui. Jean-Michel, on peut voir la tête de Jean-Michel, voilà. Il n'a jamais utilisé ce terme. Alors qu'on a cru l'entendre 2 ou 3 fois quand même. Hein. François Bayrou utilise l'expression de submersion migratoire. Submersion. Vous me permettez de vous répondre sur ce point parce que comme c'est une fake qui est réputée, qui est entendue partout... C'est pas une fake, nous l'avons tous entendu. Eh bien, vous ne l'avez pas entendu parce que je ne l'avais... Et ça rend fou. Ça rend fou. Il arrive à nous foutre le doute. Donc on a repris les images. On est donc sur LCI. Il est 21h24. En bas, il y a un liner sur lequel est inscrit le thème de la question à laquelle il répond. Comment contrôler l'immigration ? Sur un plan large, il est marqué en énorme « Comment contrôler l'immigration ?» Puis il dit
La rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Donc on se dit, il ment. Il ment. Eh bien non, il ment pas. Il a raison, il ne l'a jamais dit. Je n'ai jamais utilisé ces mots-là. Et j'ai donc dit, si vous ne faites pas attention à ça, vous allez susciter chez les gens un sentiment de submersion. Je n'ai jamais dit migratoire de ma vie. C'est vous qui l'avez ajouté, vous et tous les vôtres. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit un sentiment de perte de contrôle, virgule, un sentiment de submersion. Il n'a jamais dit submersion migratoire, car il n'a dit que submersion, et n'a pas dit migratoire. Donc il a raison. Il se fout de notre gueule aussi. Hein. Excusez-moi, monsieur Bayrou, mais c'est pas pour vous remettre en cause, mais quand on évoque la subversion migratoire, ça libère certains actes, ça libère certains propos. Excusez-moi, est-ce que vous avez entendu que je n'ai jamais prononcé ces mots? J'ai entendu, toute la presse en fait. Non, mais c'est pas. Je veux dire, excusez-moi, je suis pas le seul. C'est pas parce que la presse dit quelque chose que c'est vrai. J'ai écouté l'émission, vous avez participé, vous l'avez évoqué, monsieur Bayrou. Bon, non, si vous le déniez, je peux pas. Le mot migratoire n'a jamais été prononcé par moi. Quand ils ne le sont pas, monsieur, et quand ils ne le sont pas, monsieur Silji. Quand ils ne sont pas quoi? Prononcés. Ben, vous les avez prononcés sur le plateau. Vous voulez que je vous le montre? Arrêtez, monsieur Bayrou. Je peux pas. Et c'est cet élu qui résume tout et qui le pousse au mensonge. Vous avez parlé de sentiment de submersion à propos de l'immigration. Non. Là, c'est un mensonge. Là, il ment. Car elle l'a bien résumé. Pinocchio a effectivement parlé d'un sentiment de submersion à propos d'immigration. Et puis juste pour le plaisir. Burger King. Vous n'êtes pas trop pressé? Non. Non, parce qu'on va à Saint-Rémy-de-Provence, sont tenues les assises des petites villes de France, et c'est François Bayrou qui a fait le discours inaugural. Bonjour, monsieur le Premier ministre. C'est l'été. C'est l'été aussi. C'est l'été. Parce qu'on est à 9 jours. Ah bah oui, non mais c'est l'été. Vous avez 2 minutes. Jean-Michel, t'as 10 minutes, un quart d'heure. C'est bon, t'as la soirée? C'est bon. Non, parce qu'on a écouté le discours du Premier ministre. Vous n'avez rien de prévu ce soir, ça va? Car non seulement le discours a duré 42 minutes, mais surtout, voici comment il se termine. Donc j'ai pas lu l'excellent discours qui m'avait été préparé. « 42 minutes d'improvisation donc de François Bayrou. Certains appellent ça une torture. Pour nous, c'est la moitié de l'émission. » J'étais venu à Millau comme commissaire au plan il y a quelques 2 ans pour cette assemblée et il m'est arrivé à Millau un truc formidable et que je n'oublierai absolument jamais. Il a vraiment bien fait de ne pas lire son discours. Il a raconté une anecdote. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Écoutez. Alors vous savez, la vie d'un responsable public qui a quelque notoriété, c'est de faire beaucoup de selfies. Et moi, je passe ma vie depuis très longtemps ayant parcouru les campagnes présidentielles, les vertes campagnes présidentielles, les oranges campagnes présidentielles, pour mon cas. Avoir parcouru ces campagnes, alors oui, il m'arrive très souvent de faire des selfies. Vous n'avez rien prévu ce soir? Alors déjà, 30 secondes. Et premier indice, c'est une anecdote égocentrique. Il n'y aura qu'un seul personnage dans cette histoire. Voici l'anecdote des selfies de François Bayrou. Et l'histoire de ces selfies, c'est l'histoire de ma vie, parce que quand j'étais très jeune, il y avait des jeunes filles qui venaient me voir en disant « Est-ce que je peux faire un selfie parce que je vous adore ?» Alors on va déjà s'arrêter là 2 minutes. 11 premières secondes magistrales. Quand j'étais très jeune, dit-il, les jeunes filles lui demandaient des selfies. Voici donc des groupies qui devaient courir après le très jeune François Bayrou pour lui demander « Hey, on peut
On peut se prendre en selfie. On peut se prendre en selfie. Regardez, regardez. Oh, on se prend en selfie avec des téléphones à cadran. Ben oui, il est né en 1950. Il était très jeune dans les années 70, du coup. Et puis, le temps a passé. Et un grand nombre de celles-là sont depuis venues me voir en disant « Est-ce que je peux faire un selfie parce que ma mère vous adore ?» Et puis... Alors on entend comme un flottement dans la salle, c'est normal, tout le monde s'en fout. La suite. Et puis... le temps a encore passé et il y en a un certain nombre qui sont venus me voir en disant « Est-ce que je peux faire un selfie parce que ma grand-mère vous adore ?» Nous en sommes donc à la 3e génération de jeunes femmes qui téléphonent avec des téléphones à cadran, mais qui demandent des selfies à François Bayrou dans la rue. Et à Millau, il y a 2 ans précisément, une jeune femme, peut-être est-elle là, qui est venue me voir en disant « Et ça a été un moment très, très heureux de ma vie. » Elle m'a dit « Est-ce que je peux faire un selfie parce que ma fille vous adore ?» Là, ça colle. Le selfie existe. C'est en 2023, à Millau, qu'avaient eu lieu les précédentes assises des petites villes de France. Donc, effectivement, on a pu lui demander un selfie. Et ce renversement du temps, ce tour de la roue de la vie a été pour moi délicieux. Alors, je suis très heureux d'être avec vous en évoquant ce souvenir-là, qui pour moi, Millau, il y a 2 ans, c'est cela. Eh bien, anecdote, hein. Alors, morale de l'histoire, toutes les femmes sur 5 générations adorent François Bayrou. Maintenant, je voudrais vous raconter non pas une anecdote de ma vie, mais ma vie. Voilà. Carrément. Sa vie. Ah non, vraiment, il a vraiment bien fait de ne pas lire le discours qu'on lui avait écrit. Ma vie, c'est celle-ci. Je suis assis à mon bureau. J'ai fait le sketch à Françoise récemment. Je suis assis à mon bureau, une table transparente de verre, Mon image du jour, c'est une photo, regardez, on va la voir. François Bayrou, alors pourquoi il fait la gueule sur cette photo? Parce qu'il est au plus bas dans les sondages d'opinion, 17%. Alors, c'était pas arrivé depuis 2014. Et Jean-Marc Ayrault, François Hollande, Premier ministre de François Hollande, on va voir s'il descend encore plus bas, mais 17%, c'est vraiment la cata. Mais on a envie de connaître, c'est toujours ça, les sondages, les 17%, on a envie d'en avoir. Qui sont-ils? Qui dit ah, Bayrou, c'est formidable. Pour l'inviter, celui-là, tu vois. Une fraction de seconde vaut mieux qu'un édito politique. Direction le Conseil des ministres, palais de l'Élysée, c'était ce matin. Analysons cette image. François Bayrou sort accompagné d'Éric Lombard. Bayrou va poser pour les photos, mais il dit... Je ne sais pas à quoi ça vous servira, mais après tout... Phrase 1, fausse modestie, mais passons. Je ne sais pas à quoi ça vous servira, mais après tout... Le jour où Éric Lombard va devenir président de la République, vous aurez cette chose. Il se fout de sa gueule. Explication de texte, explication de vanne. Bon, alors déjà, il est obsédé par la présidence de la République, car personne ne lui demande rien, mais il y pense, donc déjà c'est une info. Et 2, sa blague part du principe qu'il y en a un des deux qui peut être président de la République. Et il ironise sur Éric Lombard. Donc si on procède par élimination, s'il n'y en a qu'un, c'est pas Lombard. D'ailleurs, voici la suite. Le jour où Éric Lombard va devenir président de la République, vous aurez cette chose. Voilà. Alors, mais au cas où c'est pas Lombard qui devient président, il va ralentir et le laisser avancer pour avoir ses photos tout seul. Vas-y, avance, vas-y, avance. Voilà, là. Salut. Et là, salut. C'est bon. Et maintenant, on va voir ce qui s'est passé dans sa tête. Je pense qu'il se passe ça. Voilà, ça. Voilà. Un regard, une fraction de seconde vaut parfois plus qu'un édito politique. François Bayrou, à quoi servez-vous? On ne dit pas Bayrou, mais Bayrou. Il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. J'ai vu juste plutôt que bien d'autres. Je mettrai fin au cumul des mandats. Je suis Gémeaux ascendant Balance. Je n'accepte pas que vous riez. Enfin, les ennuis commencent.
C'était ce week-end à la foire de Coulommiers. Ils ont confondu le Premier ministre avec un fromage. Alors non, c'est un Premier ministre, messieurs. Ils sont tous les deux à pâte molle, mais le Premier ministre n'est pas un fromage. Bienvenue à la foire du fromage et du vin de Coulommiers, donc visite de Bayrou avec le député Riester qui était tellement intense et impliqué. Bonjour le Crédit Agricole, bonjour messieurs, bonjour à tous, les amis du Crédit Mutuel. C'était un peu sa journée avec le Premier ministre. Merci les amis. Gérard, t'es prêt? Salut Gérard, merci. Salut, merci beaucoup. Bonjour les amis, comment ça va? Ah, bonjour, comment allez-vous? Le Coulommiers, le prix de Coulommiers avec toute la confrérie au grand complet. Alors au début, on a cru que Bayrou avait un chewing-gum. Quand il déambule, en fait, il mâche tout le temps. Donc on a cru que c'était un chewing-gum. Mais spoiler alerte, ça n'est pas un chewing-gum. On ne voulait pas qu'il claque une bulle avec tout ce qu'il s'est mis derrière la cravate. Fromage, bière, madeleine, saucisson, pâté, macarons, fromage, vin. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'attend pas qu'on lui propose. Bon, qu'est-ce qu'il y a? De la tome de quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez? Moi, je voudrais bien une noix du RK. Vous en servez un petit peu pour les ministres? Faites-moi goûter la brebis basque. Et voici notre top 3 des meilleurs moments de la foire de Coulommiers. Numéro 3, je veux la noix. Moi, je voudrais bien une noix du RK. Je veux une noix, il en mange une. Des bonnes années, on a 2, 3, 3, pour certains producteurs. Et après, on a des machines qui 4, 5, se gratte l'oreille, 6. Il attend pas la fin, il se barre. Séquence numéro 2. Vous vous rappelez quand vous étiez petit, qu'on vous disait parle pas la bouche pleine? Et on nous fait payer des cotisations. C'est fou ça. Ça n'a pas changé. Pardon? Ça n'a pas changé. Venez les fleurs. Attendez, on va faire une photo. Parle pas la bouche pleine. Et notre meilleure séquence, on regrette que ce ne soit pas en odorama. Il mange du coulommiers, puis alors là, il y va avec le coulommier. Il se pose à moins de 10 cm de quelqu'un et lui fait... Ah! Et si on terminait cette saison avec celui qui nous a fait les beaux jours de cette année? Peut-être certains se souviendront que lorsque j'étais commissaire au plan, nous avons créé l'indice ratatouille. Le Premier ministre François Bayrou. Tomates, aubergines, courgettes, oignons, poivrons. Ne votez pas la censure, je vous en conjure. Laissez-le nous encore quelques mois. En écoutant ces discours depuis des mois, on s'est aperçu que son sujet préféré était celui-ci. Mais on m'accordera que, et moi, lui-même. C'est d'autant mieux que qui m'a accompagné. Je dis ça quand j'ai vu venir pour moi depuis Et à force de parler de lui. Maintenant, je voudrais vous raconter non pas une anecdote de ma vie, mais ma vie. Je vais vous raconter ma vie. À force de raconter sa vie, il raconte forcément la même chose. Hein. Et voici ses 2 derniers discours. Chacun de mes interlocuteurs, les ministres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale, des ministres viennent dans mon bureau, des directeurs d'administration centrale, et disent, selon le degré d'intimité qui est le nôtre, soit Monsieur le Premier ministre, soit François. Ils disent, Monsieur le Premier ministre, ou François, ça dépend. Tu as vraiment raison de t'attaquer aux finances publiques. Tu as parfaitement raison de préparer un programme d'économie pour le pays. Mais, c'est à partir du mai que ça commence, et c'est ici que commence le moment crucial de l'histoire. Voilà, ce fameux geste. Et on a remarqué donc 2 différences. Depuis 20 ans, j'ai vu venir le mur de la dette. Depuis bien des décennies, j'ai vu venir cet iceberg. J'ai essayé vainement d'alerter les décideurs et j'ai essayé d'alerter la conscience publique chez tous les décideurs. On n'a pas compris ces 2 gestes différents. Il y a alerter et il y a alerter.
Et deuxième chose, on ne sait pas si c'est une différence ou une info. Je suis né et j'habite toujours dans un village, le village où je suis né, qui en août 14 avait 300 habitants. Il y avait 300 habitants en août 14. Il y a 29 noms sur le monument aux morts. Il y a 30 noms sur le monument aux morts. Paul Gastet, aujourd'hui, c'était Conseil des ministres. Oui, dernier Conseil des ministres. Jean-Michel, je pense qu'on peut dire ça, non? Dernier Conseil des ministres oui, pour... enfin, le dernier, pour de François Bayrou. De François Bayrou, Oui. Ça c'est quasiment sûr. J'y suis allé pour tâter l'ambiance, on y va. Je suis arrivé devant le palais de l'Élysée tôt ce matin. Il y avait déjà pas mal de médias qui étaient là, sur le trottoir. Combien de duplex aujourd'hui tu fais? Là j'en ai fait déjà 2. Le troisième dans quelques secondes, d'ailleurs on est en train d'appeler. D'accord, vas-y. 9h50, voici le convoi de François Bayrou qui arrive sans doute pour son tout dernier Conseil des ministres. La cour de l'Élysée est ouverte, on y va. C'est bon, on est dans la cour pour le dernier Conseil des ministres. Tous les journalistes sont parqués ici. On attend que les ministres sortent. Ouais. Moi je suis allé taper la discute avec les vieux briscards, les photographes. Toi tu viens chercher quoi? C'est quoi une bonne photo de dernier Conseil des ministres? La petite larmichette. Bonjour monsieur Darmanin. Quelle était l'ambiance à l'intérieur honnêtement? Quel est le programme pour la semaine prochaine? Bonjour madame. Vous êtes ministre de quoi? Bonjour madame Dati. Comment allez-vous? Mieux que François Bayrou? C'était un conseil des ministres ou un pot de départ? On va juste savoir ce qui se passe à l'intérieur. Tout va bien, prête à revenir la semaine prochaine, madame la ministre? François Bayrou sort en dernier, il discute longuement avec le ministre des Affaires étrangères sur le perron. Monsieur le Premier ministre, est-ce que c'était votre dernier conseil des ministres? Honnêtement. Monsieur Barrot? Et sans répondre, François Bayrou repartit après ce qui fut sans doute son dernier Conseil des ministres. Bon, la plupart en sortant avaient le sourire, mais ils le savent, la semaine dernière, c'est finito. La semaine prochaine, c'est finito. Merci Paul. Un mot, un seul pour qualifier ce qui va se passer lundi prochain. Alors mon mot c'est seppuku. Quoi? C'est ça. Ah. Tu dis ah ça va mieux hein, une fois que tu vois les diagrammes. Seppuku. Seppuku, c'est le rituel de sacrifice. C'est un mot japonais. C'est un mot japonais. C'est le rituel de sacrifice des samouraïs sous le Japon impérial après une défaite militaire. Là, c'est moins tragique, c'est moins définitif, mais c'est le suicide politique d'un Premier ministre avant une défaite parlementaire qu'il pense inéluctable et dont il veut choisir le moment et les modalités. C'est ce que dit Sarkozy dans le Figaro aujourd'hui. Je crois que ça doit être mon seul point commun avec Nicolas Sarkozy, cette interview. Mais il y en a un. Jean-Michel, tu peux me dire ton mot? Oui, moi je pense plutôt une désertion. Il aurait été logique que quand même François Bayrou présente un budget, le propose à l'Assemblée nationale, et là, les gens prennent leurs responsabilités. Ils désertent avant le rendez-vous. Ils nous laissent tomber. Ils facilitent la tâche de personne. Ils compliquent celle du président de la République. Il inquiète les marchés financiers. Franchement, c'est pas terrible. Hein.